René Barjavel, le voyageur imprudent. Première partie, l'apprentissage. Chapitre 1er. Il faisait un froid de guerre. Au petit matin, le sergent Mostet découvrait un soldat, demi-nu, tordu à travers des feuillets. Le gel qui montait de la neige l'avait empoigné à mort. Ses cuisses sonnaient aux doigts comme des planches. 4 hommes l'emportèrent. Celui qui le prit par la tête lui cassa les oreilles. Les chasseurs pyrénéens du 27e bataillon occupaient depuis 2 mois le village de Vannes, au bord de la plaine de Bettera. Ils devaient le quitter ce jour-là pour une destination inconnue. Le caporal d'échelon Pierre Saint-Menou, enfui dans la paille de l'écurie, dormit peu, tourmenté par le souci de son 7e déménagement. Il était responsable des 17 conducteurs de la compagnie de mitrailleuses, de leurs chevaux et de leurs voitures. Dans le civil, il enseignait les mathématiques au lycée Philippe-Auguste. Sa grande inquiétude provenait des cuisines. Les cuistots sont toujours en retard. Il secoua la paille, s'enfuit vers la roulante. Il grelottait. Il essayait de rapetisser son corps maigre pour offrir moins de prise au froid. Les mains enfoncées dans les poches de sa capote, le dos rond, le béret enfoncé jusqu'aux joues, il traversa la cour de la ferme en courant, les jambes raides comme un héros. Alors, vous y pensez un peu à vous préparer? Je voudrais encore pas me faire engueuler pour vous, moi. Le chiffonnier crédent, caporal d'ordinaire, lui frappa l'épaule. T'en fais pas, vieux, ça viendra. La paix aussi viendra un jour. La queue du chien est bienvenue. Il riait, montrait des dents vertes. Tu veux pas casser la croûte? Il piqua dans le foyer de la roulotte un beefsteak qu'il avait fait cuire à même la flamme, mordit dans la viande noircie. De son quart fumant, posé sur une bûche, montait l'odeur du café et du vin mélangé. Saint-Menou eut un haut-le-cœur. Je me demande comment tu peux boire cette saleté. Ça sent le vomi d'ivrogne. Quelques corbeaux passèrent au ras du plafond du nuage, se posèrent en grappe noire sur l'orme tressé au milieu de la plaine. C'était le seul arbre du pays laissé debout par l'autre guerre. Une poussière de neige commença de tomber, serra l'horizon autour de la ferme, étouffa la rumeur qui montait du village, les cris des hommes énervés qui injuriaient leurs bêtes, et ceux des sous-officiers qui menaçaient les hommes. Sous les hangars, les cuisiniers chargeaient l'unique voiture dont ils disposaient, une carriole à 2 roues, graissante et ballante. Sûrement, elle a déjà fait 14, et peut-être rien 70, ricanait Crenda. Il aida ses hommes à y entasser les sacs de café, de sucre, de riz, de pommes de terre, de pois cassés, de haricots, de lentilles, de bidons de graisse, la barrique de vin gelé, le fût de rhum, les 2 moitiés de bœuf, les caisses de conserve et de biscuits, les 120 boules de pain, les 2 bottes de foin, les fagots de bois, sans oublier la tinette à moutarde, la provision de sel, les oignons, le quintal de carottes, le lait condensé, le chocolat, le poste bricolé avec ses piles et ses accus, et tout le fourniment ramassé d'un cantonnement à l'autre par lui-même et ses cuistots. Saint-Menou tournait autour de la voiture. Il ouvrit 20 fois la bouche pour coincer un mot et se tut, conscient de son incompétence. En fin d'après-midi, le chargement se trouva terminé. La petite carriole avait absorbé un chargement qui n'aurait pas tenu d'un wagon. Au moment de tendre la bâche, le sergent comptable arriva, grelottant, catarreux, un mégot sur l'oreille. La camionnette du bureau refusait de partir. Le gel avait écartelé son radiateur. Il faudrait transborder son contenu sur la voiture des cuisines. 12 caisses d'archives, de formules d'état, de livrets matricules, d'encriers et de ronds de cuir, les malles du capitaine et les cantines des lieutenants, le lit pliant et les valises du sergent comptable. Sémenou leva les bras de désespoir, mordit le bout de ses doigts maigres à travers les gants fourrés. Les flocons de neige tombaient plus gros. Le toit de la ferme se perdait dans le ciel gris. Les cuisiniers jurèrent. Crédent insulta le comptable qui se faufila à travers la neige et disparut. Une corvée apporta les caisses. Miraculeusement, elles furent accrochées, plantées, ficelées sur les victuailles. Une bâche couvrait l'énorme bosse. Il ne me reste plus qu'à l'atteler, dit Paulinet, le conducteur. La neige adoucissait le crépuscule, prêtait une matière à l'air immobile. 2 hommes à chaque roue, de derrière, aidèrent Papillon à démarrer.
C'était un vieux cheval brèche-dents, un peu borgne, à la robe couleur terre. Depuis qu'il faisait si froid, Paulinet ne le sortait jamais sans protéger son œil malade par un bandeau taillé dans sa ceinture de laine bleue. Une grande amitié unissait ce paysan à la bête asthmatique. La guerre les avait arrachés au même labour, plongés dans les mêmes incompréhensibles misères. Ils se sentaient frères malheureux. L'homme partait devant à grands pas. Le cheval soufflait, toussait, tirait. Pour suivre son maître, il lui tirait une montagne. L'équipage s'en fut rejoindre à la sortie du village, le convoi formé par toutes les voitures du bataillon. Elles devaient gagner ensemble la gare de Tremplin-le-Haut, à 14 kilomètres, pour s'y embarquer. Certaines attendaient depuis une heure. La neige les arrondissait. La roulante! Bon Dieu, la roulante! Cria Sémenou. Qu'est-ce qu'il attend, Pilastre? Il sera encore le dernier. Le voilà, dit Crédan, placide. Pilastre arrivait avec ses 2 chevaux. Les tenait à bout de longe. Il se méfiait d'eux. Ils étaient tourneurs sur métaux. Son patron lui avait promis de le faire revenir à l'usine. Il ne connaissait rien aux bêtes. Il ne l'aimait pas. Il n'aurait pas dû être là. Il enrageait. Ces bêtes ne voulaient pas le connaître. L'une feu, l'autre noire, elles se détestaient autant qu'elles le craignaient. Les ateliers n'étaient pas une petite affaire. Pilastre les frappait du poing dans les naseaux. Les chevaux reculés, se cabraient, cherchaient à se mordre. La roulante était une sorte de cuirassé, un monument de fer et d'acier, hérissé de 3000 têtes de rivets, porté par 4 roues ferrées, aux rayons gros comme des cuisses. Au milieu de la cour, Pilastre et ses 2 chevaux dansèrent leur ballet de colère. Derrière eux, les 4 cuisiniers, casque en tête, et le mousqueton à bandoulière sur leurs capotes noires de graisse, activaient le feu, jetaient bûche après bûche dans le foyer grondant, sur les 2 marmites énormes où cuisait la soupe et chauffait le café d'embarquement. Pilastre se hissa sur le siège, s'empaqueta dans les 3 couvertures, saisit une trique et se mit à frapper. Les croupes baudirent, la neige vola, les chaînes cliquetèrent, le timon gémit. La roulante ne bougea pas. Chaque bête tirait de son côté, annulait l'effort de l'autre par son propre effort. Crédan ôta sa pipe de sa bouche, cracha. « Quel sauvage !» dit-il. « Des bêtes pareilles !» Le conducteur se dressa et redoubla les coups. La haine lui creusait les joues et les yeux. Par hasard, les 8 sabots se plantèrent ensemble dans la neige. La roulante partit brusquement. Pilastre tomba sur son siège. Les 2 chevaux puissants traversèrent la cour au galop. Dans un bruit de train express, la roulante sauta par-dessus un tas de fumée gelée, arracha la grille d'entrée, vira au ras du fossé, pulvérisa la borne 0 km. Le feu du foyer, éparpillé dans la neige, sifflait. Les tempêtes de soupe et de café firent sauter les couvercles, mélangèrent leurs vagues. Louche en main, tisonnier brandi, les cuisiniers couraient, criaient derrière la catastrophe. Crédan courait derrière eux, les injuriaient et rigolaient. Sémenou courait derrière Crédan. Il s'enfonça dans la nuit sur un chemin de charbon fumant. Sur son dos se referma le rideau de neige. C'est ainsi qu'il commença ce voyage qui devait le mener si loin.